Le 18 septembre 1944, à 7h30, le soldat de première classe Arthur Jackson était plaqué contre une avancée de corail sur l'île de Peleliu, tandis que les rafales japonaises fauchaient les Marines sur sa gauche. Il avait 19 ans. 3 jours sur cette île. Aucun ennemi officiellement abattu. Face à eux, les Japonais avaient édifié 12 bunkers de béton armé disposés en demi-lune sur la péninsule sud. Chacun abritait entre 5 et 35 soldats. 3 jours plus tôt, la première division de Marines avait débarqué en pensant régler l'affaire en 4 jours. Le général William Rupertus leur avait promis l'île pour le week-end. Il s'était trompé de 70 jours. Le jour du débarquement, à lui seul, près de 1300 Marines étaient tombés sur les plages. Les Japonais avaient changé de méthode. Fini les assauts suicides. Fini les charges désespérées contre les mitrailleuses américaines. Le colonel Kunio Nakagawa avait transformé Peleliu en forteresse. 10 000 défenseurs, dissimulés dans des grottes et des bunkers de béton reliés par des centaines de mètres de tunnels. Ils attendaient. Ils laissaient devenir les Américains. Au 18 septembre, le 1er régiment de Marines avait déjà subi 70% de pertes. 7 hommes sur 10 étaient morts ou blessés. Le 7e régiment, celui de Jackson, avait progressé dans le secteur sud. Leur mission était claire, éliminer les positions japonaises qui bloquaient la route de l'aérodrome. Le problème, c'était les bunkers. Les ingénieurs japonais les avaient incrustés dans les crêtes de corail avec des murs épais de près d'1 mètre. Chaque position couvrait les autres. En attaquer une, c'était s'exposer au feu croisé de 2 autres. Les Marines avaient essayé les grenades. Elles rebondissaient. Ils avaient tenté le tir au fusil. Les balles jaillissaient en étincelles sur le béton. Ils avaient tenté l'assaut frontal. Les corps s'étaient accumulés devant les embrasures. Ce matin-là, le peloton de Jackson avait progressé de 200 mètres avant que son flanc gauche ne soit totalement cloué au sol. Un bunker massif dominait tout le secteur. À chaque mouvement, il crachait le feu. Avancer était impossible. Reculer aussi. 3 hommes étaient déjà morts en cherchant un passage. La solution classique aurait été d'appeler les chars ou l'artillerie. Mais le terrain ne le permettait pas. Les crêtes étaient trop abruptes, les couloirs trop étroits, et l'artillerie ne pouvait frapper sans pulvériser en même temps les Marines coincés devant. Il fallait qu'un homme traverse 150 mètres et le vomette, à découvert, atteigne le bunker et le détruise à bout portant. À l'intérieur, les Japonais verraient venir n'importe qui. Ils avaient des mitrailleuses, des fusils, des grenades. Les chiffres étaient impitoyables. Un homme courant sous le feu avance à environ 15 mètres par seconde. 150 mètres, c'était 10 secondes d'exposition. Une mitrailleuse type 92 tirait environ 450 coups par minute. En 10 secondes, cela faisait 75 balles dans la zone mortelle. Et ce bunker avait au moins 2 armes automatiques. Aucun marine ne pouvait survivre à ça. Les officiers le savaient, les sous-officiers le savaient, Jackson le savait. Mais il savait autre chose aussi. Chaque minute passée à terre signifiait d'autres morts. Le flanc gauche devait bouger ou toute l'attaque s'effondrerait. Et attendre une solution hypothétique revenait simplement à attendre la mort. Jackson engagea un chargeur neuf dans son Browning Automatic Rifle. Il bourra ses poches de grenades. Puis il regarda les 150 mètres de corail nu qui le séparaient d'une trentaine de soldats japonais. Le soleil montait déjà au lot. La chaleur dépassait les 38 degrés. Et Arthur Jackson, 19 ans, venait de décider de faire quelque chose qui n'aurait jamais dû être possible. Il ne demanda pas d'autorisation. Il ne prévint pas son sergent. Il ne coordonna rien avec les Marines à sa droite. Il se leva, et il courut. Son bar pesait près de 9 kilos chargés. Il le tenait à hauteur de hanche en fonçant à travers le corail. L'arme crachait du calibre 30 à plus de 500 coups par minute. Tirer ainsi n'était pas précis, mais la précision n'était pas le but. Le volume l'était, l'écrasement, la suppression. Dans le bunker, ils le virent aussitôt. Les mitrailleuses pivotèrent. Les balles claquèrent autour de sa tête. Le corail éclatait sous ses pas. L'air vibrait du martèlement des armes automatiques japonaises. Jackson tira sans ralentir. Il maintint la détente pressée et balaya l'embrasure. Ces balles ne traverseraient non pas le béton, mais elles forceraient Tefri les servants à se baisser. Elles lui achèteraient les quelques secondes. Et c'était tout ce dont il avait besoin. La distance fondait. 100 mètres, 80, 60. Son chargeur se vida. Il se laissa tomber derrière un rocher, en enclencha un autre et repartit.
Les Japonais avaient repris leurs esprits. Le feu redoubla. Des gerbes de poussière jaillirent à quelques centimètres de ses bottes. 40 mètres, 30, 20. À cette distance, l'architecture même du bunker se retournait contre ses défenseurs. Les fentes de tir qui dominaient le champ de bataille limitaient aussi leurs angles. Jackson atteignit l'angle mort, juste à côté de l'ouverture principale. Il l'entendait. Il ne pouvait pas l'atteindre. Et Jackson n'avait pas emporté que des balles. Dans ses poches, il y avait des grenades au phosphore blanc et des grenades à fragmentation. Et derrière lui, un autre marine transportait quelque chose de plus lourd encore, 40 livres d'explosifs plastiques. Le phosphore blanc brûle à près de 2700 degrés. Il s'enflamme au contact de l'air. On ne l'éteint pas avec de l'eau. Jackson dégoupilla la première grenade et la lança à l'intérieur. Les hurlements commencèrent aussitôt. Des soldats japonais jaillirent du bunker, les uniformes en flammes. Leurs ceinturons de munitions s'embrasèrent à leur tour, et des cartouches éclataient autour de leurs hanches comme des pétards. Jackson les abattit à mesure qu'ils surgissaient. Son bar les fauchait avant même qu'ils puissent en épauler. Mais le bunker abritait près de 35 hommes. Le phosphore ne suffirait pas. Certains s'étaient repliés plus profondément. D'autres ripostaient déjà depuis des ouvertures secondaires. Jackson attrapa les charges explosives. 40 livres d'explosifs plastiques C2, une mèche à retardement d'une trentaine de secondes. Une seule chance. Il poussa tout le paquet dans l'embrasure principale. Puis il courut. Il se jeta dans un cratère d'obus, se recroquevilla, plaqua ses bras sur sa tête, colla son corps au corail. L'explosion arracha le bunker à sa base. Du béton, des poutres, des morceaux de corps furent projetés à plus de 20 mètres. L'onde de choc écrasa le cratère. Des débris retombèrent en pluie. Un bloc de béton gros comme un ballon de football s'écrasa à quelques centimètres de son crâne. Quand la poussière se dissipa, le bunker n'existait plus. 35 soldats japonais étaient morts. Jackson se releva. Ses oreilles sifflaient, ses mains tremblaient, mais il était vivant. Et 200 mètres plus loin, 11 autres bunkers crachaient encore, le feu sur les lignes de marines. La décision logique aurait été de revenir, d'annoncer le succès, de laisser quelqu'un d'autre s'occuper du reste. Jackson ne fit pas ce qui était logique. Il rechargea son bar, vérifia ses dernières grenades et se mit en marche vers le bunker suivant. Le deuxième se trouvait à environ 75 mètres au nord-ouest du premier. Plus petit, 5 Japonais à l'intérieur. 2 mitrailleuses braquées sur l'approche. Cette fois, l'effet de surprise était perdu. Les 11 positions restantes avaient entendu l'explosion. Elles avaient vu leurs plus gros ouvrages disparaître dans un nuage de fumée et de gravats. Elles savaient qu'un Américain arrivait. Jackson s'appuya sur le terrain. Les crêtes de corail de Peleliu formaient des couloirs naturels entre les positions. Un homme capable de lire le sol pouvait passer d'un couvert à l'autre sans s'exposer à plus d'un bunker à la fois. Depuis 3 jours, Jackson observait ce réseau défensif. Il en connaissait les angles morts. Il contourna le second bunker par l'est. Ici, le corail se dressait en lames irrégulières qui bloquaient l'angle des embrasures. Il parcourut les 30 derniers mètres, à plat ventre, traînant son bar sur la roche volcanique. À l'intérieur, il l'entendait. Il ne le voyait pas. Des grenades commencèrent à passer par-dessus le bunker, lancées à l'aveugle, des types 97 japonaises, 4 secondes de délai. Jackson comptait les explosions, attendait le silence entre 2 lancers, puis avançait. Il atteignit le mur et s'y colla. Ses grenades au phosphore étaient épuisées. Il les avait toutes utilisées sur le premier bunker. Mais il lui restait des grenades à fragmentation. Et son bar. Et il avait appris. Les bunkers japonais possédaient des conduits d'aération, de petites ouvertures sur le toit pour évacuer les gaz, trop étroites pour une grenade, mais pas pour le canon d'un fusil. Jackson grimpa sur le toit, trouva l'ouverture, enfonça le canon de son bar et vida un chargeur entier vers l'intérieur. Les balles ricochèrent dans la boîte de béton. Les soldats moururent là où ils se tenaient. Il rechargea, tira encore, 20 coups supplémentaires dans le noir. Quand il redescendit, plus personne ne bougeait. 2 bunkers détruits. Il en restait 10. Les 3e et 4e positions étaient proches l'une de l'autre. Chacune couvrait l'approche de sa voisine. Doctrine défensive japonaise classique. Abattez ceux qui attaquent votre voisin. Jackson ne pouvait en prendre une sans se faire faucher par l'autre. Il résolut le problème avec de la géométrie. Les 2 bunkers faisaient des faces au sud-ouest vers les lignes américaines.
Leurs embrasures couvraient un arc d'environ 120 degrés. Mais exactement entre eux existait un couloir étroit où aucune des deux positions ne pouvait aligner ses armes. Un passage d'à peine 2,50 m. Il fallait le traverser parfaitement droit, le moindre écart, et c'était la mort. Jackson s'y engagea au sprint. Il atteignit le 3e bunker avant que les servants n'aient le temps de déplacer leurs armes. Il coinça le bar dans l'embrasure et tira jusqu'au claquement sec du chargeur vide. Puis il lança sa dernière grenade par l'ouverture. Ensuite, il se projeta vers le 4e et recommença. 4 bunkers détruits, environ 55 Japonais hors de combat. Jackson se battait depuis moins de 21 minutes. Ses munitions fondaient, son bar s'était enrayé 2 fois sous la chaleur. Le canon était brûlant au point de lui traverser les mains malgré le garde-bois. Il n'avait plus de grenades, plus d'explosifs. Un homme raisonnable se serait arrêté, aurait décroché, se serait rééquipé. Mais en attaquant le 4e bunker, Jackson avait vu quelque chose. À travers la fumée, il avait aperçu des Marines de son peloton qui commençaient à avancer. Son attaque fonctionnait. Le flanc gauche bougeait. S'il s'arrêtait maintenant, les 8 bunkers restants les cloueraient au sol comme son peloton l'avait été une heure plus tôt. D'autres mouraient devant ces murs de béton. Jackson compta ses chargeurs. 3. 60 cartouches, 8 bunkers encore. Les chiffres n'avaient plus aucun sens. Jackson se remit en marche. Le 5e bunker était différent. Plus grand que les 2e, 3e et 4e. Pas aussi massif que le premier. Mais celui-ci possédait ce que les autres n'avaient pas, une sortie arrière. Les ingénieurs japonais avaient tiré les leçons des attaques américaines. Les Marines frappèrent par les flancs là où les embrasures ne pouvaient pas tirer. Alors, ils avaient creusé des issues, des tunnels reliant les bunkers à des tranchées arrière. Si l'ennemi attaquait d'un côté, on se repliait, on se redéployait, on contre-attaquait. Jackson ignorait l'existence de ce tunnel. Il s'approcha du 5e bunker en utilisant exactement les méthodes qui avaient fonctionné jusque-là. Trouver l'angle mort, réduire la distance, tuer ceux qui s'y trouvaient. Il atteignit le mur, s'y colla, s'apprêta à grimper pour chercher le conduit d'aération. Il aborda le 5e bunker exactement comme les autres. Repérer l'angle mort, réduire la distance, éliminer tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Il atteignit le mur, s'y plaqua, prêt à grimper pour chercher l'orifice d'aération. Alors le sol s'ouvrit derrière lui. À 5 mètres à peine, un soldat japonais surgit d'un trou dissimulé sous des blocs de corail et des palmes. Jackson venait de passer devant sans le voir. L'homme jaillit avec sa baïonnette au canon. Il se jeta sur lui. Jackson pivota et tira à la hanche. Les balles de calibre .30 frappèrent le japonais en pleine poitrine. Il bascula en arrière et s'effondra dans l'entrée même du tunnel. Mais le bruit avait trahi la présence de Jackson. Il entendit des cris à l'intérieur du bunker, des bottes courant sur le béton. Il n'avait que quelques secondes avant que d'autres ne surgissent. Il se mit à genoux et tira droit dans l'ouverture. Le boyau étroit canalisait les balles. Quiconque s'y trouvait était frappé de plein fouet. Il vida un chargeur en 4 secondes, en enclencha un autre. Son avant-dernier, pourquoi il s'amorce et continua. Quand le tir cessa, 3 corps japonais jonchaient le tunnel. Le 5e bunker se tut. 5 détruits. Il en restait 7, mais la situation avait changé. Les Japonais savaient désormais où ils se trouvaient. Ils connaissaient ses méthodes. Et ils avaient des radios. Le colonel Nakagawa avait relié ses positions par un réseau de communication. Chaque bunker pouvait signaler, demander du soutien, coordonner une riposte. Jackson ignorait que des coureurs s'étaient déjà engagés dans les galeries. Il ignorait que les officiers japonais avaient identifié l'Américain isolé qui démantelait leur périmètre sud. Il ignorait que les 7 bunkers encore actifs avaient reçu l'ordre de concentrer leur feu sur une seule cible. Ce que Jackson savait était plus simple. À sa droite, les Marines avançaient. Il entendait leurs fusils, il entendait les voix des sergents. Son attaque avait brisé la cohésion de la ligne défensive. Les Japonais ne contrôlaient Nagasaki plus. Ils réagissaient. Le 6e bunker dominait le secteur. Installé sur une crête de corail haute de près de 5 mètres, il offrait à ses défenseurs une visibilité parfaite. Ils voyaient Jackson arriver de 200 mètres. Impossible de se faufiler. Aucun angle mort, des lignes de tir dégagées dans toutes les directions. Il ne lui restait qu'un chargeur, 20 cartouches. C'est alors qu'une escouade de fusiliers surgit à sa droite. 6 Marines qui avaient franchi la brèche qu'il avait ouverte.
Leur sergent aperçut Jackson accroupi derrière un rocher, vit le bunker en hauteur, comprit d'un coup d'œil l'absurdité de la situation. Il ne donna pas d'ordre. Il pointa le bunker, et il partit en avant. 6 Marines et Jackson attaquèrent en même temps, depuis 2 directions différentes. Les mitrailleurs japonais ne purent pas couvrir les 2 approches. Ils choisirent la plus nombreuse, l'escouade. Jackson atteignit la position pendant qu'ils étaient occupés. Il escalada la crête par le côté mort, trouva le conduit d'aération, enfonça le canon de son bar, 20 coups, son dernier chargeur. Il les plaça un par un. Le 6e bunker se tut. L'escouade avait payé le prix. 2 blessés, un mort. Mais elle avançait encore. Elle se battait encore. Jackson regarda son arme vide, puis les 6 bunkers restants. Il lui fallait des munitions, des grenades, de l'aide. Pour la première fois depuis le début de son assaut, Arthur Jackson n'était plus seul. La riposte japonaise ne tarda pas. Le poste de commandement de Nakagawa avait suivi la destruction de 6 positions en moins d'une demi-heure. Un seul Américain avait mis hors de combat une 60aine d'hommes. Le périmètre sud était en train de s'effondrer. La doctrine japonaise reposait sur des feux croisés. Chaque bunker protégeait les autres. En enlever un affaiblissait le réseau. En enlever 6 ouvrait des brèches exploitables par des sections entières. Le colonel lança sa réserve. 40 hommes. Leur mission était claire, colmater la brèche, tuer le marine responsable, rétablir la ligne. Jackson ne savait rien de cela. Il fouillait les corps à la recherche de munitions. Les fusils Arisaka utilisaient un calibre différent. Inutile. Mais les Japonais portaient aussi des grenades. Jackson en récupéra 7, des types 97. Il mit aussi la main sur 2 mines magnétiques type 99. Il ne trouva aucun chargeur pour son bar. Mais près du 3e bunker gisait un marine mort, un M1 Garand à ses côtés. 8 cartouches par clip. Du 30, le même calibre. Jackson improvisa. Il vida les clips et rechargea ses chargeurs à la main, cartouche par cartouche. Travail lent, pénible. Mais il obtint 40 coups. 2 chargeurs pleins. L'escouade qui l'avait aidé se réorganisait. Leur sergent, touché à l'épaule, restait debout et donnait des ordres par geste. Un homme mort, 2 blessés, 3 encore aptes à se battre. Jackson et les 3 Marines se préparaient à attaquer le 7e bunker quand la contre-attaque japonaise surgit. 40 soldats émergèrent d'une sortie de tunnel 200 mètres au nord. Ils avançaient en 2 colonnes. Pas de cris, pas de charge désespérée. Une infanterie disciplinée, progressant dans le corail, fusil prêt. Les Marines les virent les premiers. Le mitrailleur bar de l'escouade ouvrit le feu. Son arme s'enraya après 3 coups. De la poussière de corail s'était infiltrée dans le mécanisme. Le mitrailleur se jeta derrière un rocher pour débloquer son arme. Jackson avança. Il se plaça dans l'intervalle, calant son bar contre une saillie de corail et se mit à tirer par rafales courtes. 5 coups. Pause. 5 coups. Pause. Il ne pouvait pas se permettre d'en gaspiller un seul. Chaque balle devait compter. La formation japonaise se disloqua. Certains se plaquèrent derrière des blocs de roches. D'autres continuèrent d'avancer, cherchant à réduire la distance. Leur feu s'intensifia. Les balles sifflaient au-dessus de lui. Des éclats de corail lui fouettaient le visage. Les 3 Marines engagèrent dans leur garand. 8 cartouches par clip. Tir ajusté, le ping métallique des clips vides, claquant hors des armes, rythmait le chaos. Les Japonais tombaient. 10, 15. Mais ils continuaient d'avancer. Ils avaient le nombre, la discipline, et l'ordre de reprendre ce terrain, quel qu'en soit le prix. Le premier chargeur de Jackson se vida. Il engagea son dernier. Les Marines en étaient à leur dernier clip. Le mitrailleur bar avait réparé son arme, mais il ne lui restait qu'un chargeur. Encore une fois, les chiffres étaient contre eux. 4 Américains, peut-être 60 cartouches, au total, face à plus de 20 Japonais toujours en mouvement. Alors la crête derrière les Japonais explosa. 3 sections du 7e Marines venaient à Croney de déboucher par les brèches ouvertes par Jackson. 40 hommes, fusils, barres, grenades, ils avaient à contourner la force de contre-attaque, attendu le bon instant. Cet instant était arrivé, les Japonais se retrouvèrent pris en étau. Jackson et 3 Marines devant eux, 40 autres dans leur dos. Le tir croisé fut un massacre. Les soldats japonais s'effondrèrent par groupes. Certains tentèrent de fuir vers l'entrée du tunnel. Ils furent abattus avant de l'atteindre. En moins de 3 minutes, c'était fini.
40 corps jonchaient le corail. La dernière réserve du périmètre sud venait d'être anéantie. Il restait 6 bunkers, et désormais Jackson avait des munitions, des grenades, et 40 Marines prêts à le suivre. À environ 300 mètres se dressait le plus vaste complexe défensif du sud de la péninsule. 3 bunkers disposés en triangle, mutuellement protecteurs, fortement occupés. Les Japonais s'y avaient regroupé ce qu'il leur restait d'hommes. Jackson vérifia son arme, puis ses grenades. Puis les Marines qui se rassemblaient autour de lui. Le dernier combat approchait. La formation en triangle était la position la plus solide de tout le secteur sud. 3 bunkers, chacun couvrant les approches des 2 autres. Environ 30 soldats répartis entre eux, reliés par un réseau de trous de combat et de tranchées. La doctrine des Marines aurait exigé une préparation d'artillerie, des tirs navals, un appui aérien. À défaut, un barrage de mortiers. Il n'y avait rien de tout cela. Les canons de la flotte soutenaient d'autres secteurs. Les corsaires frappèrent les crêtes du nord. Les équipes de mortiers ne pouvaient pas tirer sans toucher les Marines déjà engagés. 43 Américains allaient me les prendre cette position avec des fusils, des grenades et un homme qui avait déjà prouvé que le béton ne suffisait pas. Jackson organisa l'assaut en moins de 2 minutes. Signaux de la main, doigts pointés. Il divisa les Marines en 3 groupes. Chaque groupe attaquerait un bunker, lui prendrait celui du centre, le plus grand, le mieux placé. Ils se mirent en mouvement à 8h47. Ils se battaient depuis plus d'1 heure. La température dépassait désormais les 40 degrés. La déshydratation se faisait sentir. Certains vacillaient sous l'épuisement. Ils avancèrent quand même. Jackson conduisit son groupe de 12 Marines vers le bunker central. Il fallait traverser près de 60 mètres à découvert. Aucun abri, aucun relief. Seulement de la roche volcanique blanchie par le soleil. Les Japonais ouvrirent le feu à mi-parcours. 2 hommes tombèrent dans les 3 premières secondes. Un mort, un blessé à la jambe. Les 10 autres continuèrent de courir. Ils avaient appris des attaques précédentes. La vitesse, c'était la vie. L'hésitation, la mort. Jackson atteignit le mur en premier. S'y plaqua. Dégoupilla une grenade japonaise. Les types 97 mettaient aux 4 à 5 secondes. Il compta jusqu'à 2. La lança par l'embrasure. Se jeta contre le béton. L'explosion fit taire une mitrailleuse. Mais il y en avait 2. La seconde continuait de tirer. Des Marines tombèrent dehors. Jackson sortit une autre grenade. Comptage, lancé. Nouvelle déflagration. La deuxième arme se tut. Il grimpa sur le toit. Trouva le conduit d'aération. Enfonça son bar et vida son chargeur dans l'obscurité. Des cris remontèrent du bunker, puis plus rien. Le bunker central était neutralisé. À gauche, le premier groupe venait d'atteindre son objectif. Un caporal avait enfoncé une charge dans l'embrasure. L'explosion avait arraché la moitié du toit. Des survivants jaillirent dans le feu des fusils. À droite, le troisième groupe peinait. Leur bunker possédait une entrée renforcée, tournée à l'opposé. Les Japonais lançaient des grenades sans relâche. Les Marines n'arrivaient pas à approcher. Jackson n'hésita pas. Il traversa l'espace entre les bunkers en courant. Des balles éclataient, le corail à ses pieds. L'une lui entailla la cuisse. Il continua. Il atteignit le troisième bunker par le côté mort, le même côté inaccessible aux Marines à cause de l'entrée opposée. Il trouva le conduit d'aération. Il lui restait 2 grenades. Il les laissa tomber à l'intérieur. Les explosions tuèrent tous ceux qui s'y trouvaient. 3 bunkers détruits en moins de 4 minutes. Le triangle était tombé, mais Jackson saignait. La balle qui avait frôlé sa cuisse avait ouvert la chair plus profondément qu'il ne l'avait cru. Son pantalon se gorgeait de sang. Sa jambe gauche faiblissait à chaque pas. Jackson regarda vers le sud. 3 bunkers se dressaient encore entre les Marines et le contrôle total de la péninsule. Il avait déjà détruit 9 ouvrages, abattu une 50aine de soldats. Il était blessé. La décision raisonnable était d'arrêter, de se faire soigner, de laisser d'autres achever le travail. Jackson engagea son dernier chargeur et se remit en marche. Un sergent le rattrapa, lui attrapa le bras, désigna le sang, puis le poste de secours derrière eux. Jackson se dégagea. 3 bunkers restaient. Il n'avait pas terminé. Le 10e tomba à 9h12. Jackson tua ses 5 défenseurs en laissant glisser des grenades par le conduit d'aération. Sa jambe saignait toujours. Il avait noué autour une bande de tissu arrachée à son pantalon. Elle se gorgeait de sang à chaque pas. Le 11e bunker tomba à 9h21. Celui-là exigea de l'aide.
Jackson n'avait plus de munitions. Un soldat, Anderson, apporta une charge. Jackson la plaça lui-même. L'explosion tua 7 Japonais. Le 12e était le dernier. Il se dressait sur une petite éminence dominant la plage où le 7e Marines avait débarqué 3 jours plus tôt. Depuis le premier jour, ces 2 mitrailleuses tiraient sur les équipes de ravitaillement. Au moins 15 Américains y avaient trouvé la mort. Son commandant avait vu 11 bunkers disparaître ce matin-là. Il savait que son tour venait. Jackson approcha par le nord-est. Sa jambe ne répondait presque plus. Il la traînait plus qu'il ne marchait. La perte de sang brouillait sa vue. Les crêtes de corail ondulaient sous la chaleur. 3 Marines l'accompagnaient. Ils avaient refusé de le laisser finir seul. L'un portait des grenades supplémentaires, l'autre un lance-flammes. Le 3e un bar chargé. À 100 mètres, les Japonais ouvrirent le feu. Le Marine au bar riposta. Rafale d'écrasement. Les servants se plaquèrent. Jackson et les 2 autres continuèrent. À 50 mètres, le porteur du lance-flammes passa devant. Le M2 n'était efficace qu'à une quarantaine de mètres. Il fallait encore avancer. Jackson couvrit sa progression. Il prit le bar du Marine et tira par rafale courte. L'arme cognait son épaule. Sa jambe céda. Il tomba à genoux et continua de tirer. Le flamethrower atteignit sa portée. Il pressa la détente. Un jet de feu se projeta en arc et se déversa dans l'embrasure. Les cris durèrent moins de 10 secondes. À 9h33, le 12e bunker se tut. Jackson s'affaissa contre un rocher de corail. Son pantalon était trempé de sang. Ses mains tremblèrent d'épuisement et d'adrénaline. Son bar reposait sur ses genoux, le canon encore brûlant. En environ 90 minutes, le soldat de première classe Arthur Jackson avait détruit 12 bunkers japonais et mis hors de combat une 50aine d'ennemis. Il avait brisé toute la ligne défensive sud. Il avait permis l'avance de son peloton. Il avait changé la situation tactique sur un secteur entier de l'île. Des infirmiers de la Navy l'atteignirent de quelques minutes plus tard. Ils découpèrent son pantalon imbibé de sang et pansèrent la plaie. La balle avait traversé le muscle sans toucher l'os ni une artère. Jackson garderait sa jambe, et il continuerait à se battre. 3 jours plus tard, boitant encore, il était de retour au combat. La nouvelle de son assaut se répandit dans le 7e Marines en quelques heures. Des officiers qui avaient observé l'action racontèrent sur ce qu'ils avaient vu. Un seul homme attaquant des positions qu'on aurait confiées à des compagnies entières, des bunkers tombant les uns après les autres. 50 Japonais morts. Le commandant de régiment transmit un rapport à la division. La division l'envoya au corps d'armée. Lorsque Peleliu fut enfin déclaré sécurisé, le 27 novembre, le nom d'Arthur Jackson était arrivé jusqu'au bureau de l'amiral Chester Nimitz. La proposition pour la Medal of Honor fut déposée début octobre. La citation détaillait chaque bunker, chaque combat, chaque minute de l'assaut. Le dossier remonta la hiérarchie à une vitesse inhabituelle. Le 5 octobre 1945, le président Harry Truman se tenait à la Maison-Blanche. 13 mois avaient été passés depuis Peleliu. La guerre était finie. Le Japon avait capitulé et Arthur Jackson, 20 ans, se tenait au garde-à-vous tandis que le président lui passait la Medal of Honor autour du cou. Truman lut la citation à haute voix. 12 bunkers, 50 soldats ennemis, une bravoure et une intrépidité exceptionnelles au péril de sa vie au-delà de l'appel du devoir. Après la cérémonie, Jackson rentra dans l'Oregon. Il avait une médaille, il avait une claudication qui ne disparaîtrait jamais, et il avait des souvenirs qui l'accompagneraient toute sa vie. Ce que ces souvenirs feraient de lui au fil des décennies surprendrait tous ceux qui croyaient connaître le héros de Peleliu. Arthur Jackson ne parla pas de Peleliu pendant des années. Il retourna à Portland, se maria, éleva une famille, travailla pour la poste américaine. Ses voisins voyaient un homme discret, marchant avec une légère boiterie. La plupart ignoraient ce qui dormait dans son placard. Jackson resta dans les réserves. Il passa du corps des Marines à la réserve de l'armée. Il servit pendant la période de la guerre de Corée. Il atteignit le grade de capitaine. Il forma des jeunes soldats. Il ne parlait jamais des 12 bunkers. En 1961, il était en poste à la base navale de Guantanamo, à Cuba. Les tensions de la guerre froide étaient vives. L'influence soviétique avait transformé l'île en territoire hostile. Jackson était officier de sécurité, chargé de surveiller les risques d'espionnage. Le 30 septembre, un employé cubain, Ruben Sabargo, l'attaqua. Sabargo était soupçonné de transmettre des informations au service cubain. La confrontation devint violente. Jackson tira. Il le tua en état de légitime défense.
L'incident ouvrit une affaire complexe. Jackson enterra le corps et signala les faits à sa hiérarchie. L'affaire se perdit rapidement dans les labyrinthes politiques de la guerre froide. Jackson demanda la tenue d'une cour martiale afin de laver officiellement son nom. Le corps des Marines refusa. En 1962, il quitta le service actif. Les circonstances le hantèrent pendant des années. À Peleliu, il avait tué 50 hommes et reçu la plus haute décoration militaire. À Guantanamo, il avait tué un homme et n'avait récolté que le silence. Mais le temps finit par redonner une autre perspective. Jackson poursuivit sa carrière dans les réserves de l'armée jusqu'en 1984. Il prit sa retraite avec le grade de capitaine, après 40 années de service cumulé. Il s'installa dans l'Idaho. Il commença alors à parler, dans les écoles, devant des associations d'anciens combattants. Il racontait ce qu'il avait appris du courage, de la peur et du prix à payer pour survivre. En 2011, à l'âge de 86 ans, Jackson visita l'USS Peleliu. La Navy avait donné ce nom à un navire d'assaut amphibie en mémoire de la bataille où il avait gagné sa médaille. Il parcourut les ponts. Il s'adressa à plus d'1 millier de marins et de marines rassemblés dans le hangar. Il leur parla du jambon en conserve de 6 kilos que son sergent de cuisine l'avait obligé à porter lors du débarquement. Il leur parla des bunkers. Il leur parla surtout des hommes qui ne rentrèrent jamais. Il remit au commandant du navire son drapeau de Medal of Honor, l'un des 2 seuls remis à chaque décoré. Le capitaine le fit encadrer et l'installa dans le hall des héros du bâtiment, aux côtés des portraits des 8 Marines décorés à Peleliu. Jackson était le dernier survivant des récipiendaires de la Medal of Honor de cette bataille. Le 14 juin 2017, Arthur Jackson mourut à Boise, dans l'Idaho. Il avait 92 ans. Des Marines de la compagnie Bravo, Marine Barracks Washington, portèrent son cercueil. Il fut enterré avec les honneurs militaires complets au cimetière des vétérans de l'État de l'Idaho. Le 18 septembre 1944, 50 soldats japonais avaient intenté d'arrêter un marine de 19 ans. Ils moururent tous. Le marine, lui, vécut encore 73 ans. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour la partager. Chaque geste aide à faire vivre ces récits. Nous sortons chaque jour des histoires de l'oubli, des histoires de marinaises courant vers des bunkers de béton avec pour seules armes des fusils et des grenades, des hommes réels, un courage réel. Dites-nous d'où vous nous regardez, dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi. Montrez simplement que vous êtes là. Merci d'avoir écouté. Et merci de faire en sorte qu'Arthur Jackson ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés. Et vous contribuez à cela.